Salut à tous. Salut Matt. Salut Fred. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du format DLV dans le viseur, dans lequel on va vous parler des jeux du moment. On y a joué, on y a testé, on va vous dire si on a aimé, pas aimé, ou pas, pourquoi, comment ça se fait. Et aujourd'hui, on va parler d'Acropolis, Toussi Moussi et Fife. Et c'est parti pour Acropolis. Allez, on part tout de suite en Grèce antique. Mathieu, est-ce que tu peux nous pitcher comment ça se passe, ce Acropolis? Oui, alors dans Acropolis, chaque joueur construit sa ville dans la Grèce antique. Et donc, on va devoir construire avec des tuiles qui vont s'empiler les unes les autres. Et alors, le petit twist du jeu, parce que finalement, votre tour de jeu, vous allez prendre une tuile et plus elle est loin dans la rivière, plus vous payez. Ça, c'est pas très très important, mais le twist du jeu, c'est que effectivement, soit on va prolonger sa zone de jeu, soit on va placer la tuile sur d'autres tuiles, et donc on va monter en hauteur. Vous allez avoir des zones qui ont des scorings qui sont différents les uns des autres, il faudra être en bord de cité, il faudra être côte à côte, il faudra pas être adjacent aux zones de la même couleur, mais attention, on va aussi avoir des places qui valorisent ces scorings, un petit peu comme les couronnes à King Domino. Et en plus, plus les zones sont hautes, plus elles marquent de points, et c'est donc un multiplicateur qui va être effectué. Je vous ai presque tout raconté sur Acropolis. La seule chose à savoir d'autre, c'est qu'il y a une variante pour changer un petit peu les scorings, et qu'à chaque fois que vous recouvrez une carrière, vous récupérez une pierre qui va vous permettre d'avoir le choix, et qui vous donne des petits points en fin de partie. Et c'est absolument tout. Ouais, t'as un peu tout dit. Je pense que t'as mis le bon jeu en comparaison, c'est-à-dire King Domino. Acropolis, c'est vraiment une sorte de King Domino, sauf qu'au lieu d'avoir deux dominos qui combinent, on a trois éléments différentes couleurs. Et au lieu d'être sur du 2D, on augmente avec la 3D. Ces paramètres font que les jeux sont très différents, mais en même temps, c'est des jeux quand même très sensibles, très semblables, dans lesquels on va essayer de combiner au mieux les éléments, et ça marche tout aussi bien. Alors, à noter que, contrairement à King Domino, on n'est pas limité à un petit carré, on va avoir la forme qu'on veut. Moi, j'ai trouvé que l'aspect volumétrique et créatif, l'espace créatif qu'on a dans Acropolis est un petit peu plus fort, parce que finalement, on peut se planter, on peut aligner les choses n'importe comment, et puis après, c'est pas grave, on les recouvrira de toute façon. Et finalement, ça amène à des réflexions qui sont cool. Alors, j'ai complètement perdu ma partie avec vous. Vous aviez déjà joué, moi, c'était ma première partie, je me suis fait défoncer. Mais j'ai compris des choses sur Acropolis, j'ai compris ce qui me marquait bien, comment je pouvais optimiser et comment ne pas laisser les choix aux autres. Et j'ai trouvé, à titre personnel, que effectivement, si on peut voir une parenté, si on peut voir un lien entre les deux, eh ben, j'aurais tendance presque à préférer Acropolis, finalement. Ouais, parce que finalement, on y trouve une plus grande liberté. On a la liberté de s'étendre, de monter, de faire quelque chose sur 2 étages, 3 étages, voire tenter un 4e étage. Là, faut bien s'accrocher pour essayer d'aller chercher le scoring x4. Mais cette liberté, on l'a dans le choix des tuiles, dans la position de comment on place les tuiles chez nous, et dans quel étage, qu'est-ce qu'on recouvre, qu'est-ce qu'on va essayer de scorer, qu'est-ce qu'on va abandonner en cours de route. Tous ces choix, ils sont super agréables au fur et à mesure de la partie. Oui. Et tout ça se fait, je le trouve, avec un corpus de règles vraiment minime, vraiment hyper efficace. Alors, dans l'équipe, on discute beaucoup de plein de choses et on discute de ce terme d'efficacité. Ouais. En ce moment, on dira, mais est-ce que un jeu bien, il est forcément efficace? Et l'inverse, ouais. Et l'inverse. Et finalement, lui, il est efficace, mais il apporte des choses. Alors, les gens vont dire, ah bah, il y a Talouva qui fait la même chose. Bah non, en fait, pas vraiment. Et puis Talouva, c'était à l'époque, maintenant ça n'existe plus, enfin c'est plus commercialisé. Alors ça pourrait mériter de l'être, hein, mais c'est pas à nous de le dire, c'est à des éditeurs de prendre cette décision-là. Et aujourd'hui, il y a Acropolis, et est-ce que Acropolis m'a procuré du plaisir? La réponse est oui. Et est-ce que Acropolis parvient à proposer quelque chose véritablement? Eh ben en fait, pour moi, oui. Et pour toi? Clairement. En termes de règles, en fait, je suis quelqu'un qui ne lit jamais les règles. Je me les fais toujours expliquer, soit par toi, membre de l'équipe, soit en regardant les 2 chronos. Et après, je me lance dans le jeu. Là, j'ai reçu le jeu, je dis, j'ai peut-être des amis quand même sous le coude, j'ai envie de jouer. J'ai lu les règles, et en 5 minutes, j'ai compris le jeu, il n'y avait plus aucune question, on s'est lancé dedans, il n'y a pas eu de retour aux règles. Oh, c'était agréable. Donc finalement, ce corpus de règles, il est simple, très efficace, très bien illustré, la règle est nickel. Et tu rentres dans le jeu, et tu tapes tout de suite dans le dur à essayer de te faire tes petites connexions. La maîtrise de jeu, elle vient petit à petit. Au début, tu patauges un petit peu parce que tu sais pas vraiment ce qui va scorer. Et tu as envie de tout faire. Tu as les 5 différents quartiers. Et finalement, tu vas dire, ok, celui-ci, je vais peut-être un peu l'écarter, je vais abandonner. Je vais essayer de me spécialiser en vert et tout. Et ta première partie, tu as un petit peu fait tout, mais pas terrible. Ta deuxième partie, déjà, tu dis, ok, je vais me spécialiser et je vais essayer de maximiser mes places en disant, je vais avoir plein de places qui font des points en bas et des scorings en haut. Mais en faisant ça,
en se spécialisant dans 2-3 couleurs, tu vas forcément abandonner 1 ou 2 couleurs au voisin. Au profit des autres. Et le voisin, il va se gaver. Tu dis, ok, Mm. je fais pas les verts sur là, les verts, ils sont difficiles à faire, ils sont rares. Si justement, quelqu'un laisse passer les verts, ils deviennent 2 fois moins rares pour ceux qui sont prêts, et il fait plein de points. Et cette petite alternance entre qu'est-ce que je fais pour marquer des points et qu'est-ce que je ne dois pas laisser à l'adversaire, c'est très agréable. Sachant que tu peux recouvrir, tu vas prendre des choses qui t'intéressent pas spécifiquement pour les recouvrir plus tard. Oui. Si ça se combine bien avec ce que tu veux faire, etc. Et vraiment, ce petit twist de je recouvre va changer le potentiel de choix que tu vas avoir sur le jeu. C'est un petit peu comme contre-drafté ou Ouais, bien à la merveille de contre-drafté, Seven Wonders où la carte du voisin, tu la mets dessous pour pas qu'il Ouais. l'ait. Là, c'est pareil. Et il y a quand même cette petite profondeur supplémentaire qui fait que je trouve ça exceptionnel. Vraiment, ça marche tout seul, ça s'explique tout seul, ça se joue tout seul et on n'est jamais dans un abysse de réflexion, mais les choix sont bien, les choix On est bien te accompagné récompensent. par l'ergonomie. Ouais. Qui nous pose pas L'ergonomie. de questions. Alors, j'aime bien le travail de Pauline Détraz sur les tuiles. Ouais. La couverture, je suis vraiment pas fan. On est tous les deux passés à côté de cette Et- couverture qui transpire pas grand chose et qui reflète pas ce qu'on va se faire en jeu. Vraiment, se Ouais. citer de loin, bof, moi, elle m'a pas fait rêver. Et dès qu'on oublie la couverture, le jeu, il est irréprochable. À mon goût, en tout cas. Alors, je connais. Alors, il est irréprochable sur l'ergonomie et l'illustration. Par contre, il manque un petit Il truc. manque un truc. Ouais. Il manque un truc parce qu'en fait, on a quand même une rivière. ligne, une rivière, et il y a un ordre d'achat. Et ça serait bien quand même d'avoir une toute petite flèche, donc une petite flèche en carton qui permette d'imprimer ce C'est ça. sens. La première fois que j'ai pris le jeu, j'ai pris le petit bandeau en papier qui recouvre les cartes et j'ai dessiné une flèche et j'ai dit tiens, ça me dira quel est le sens de ma rivière. Parce que il y a rien qui te le dit. Alors tu peux le fixer en disant c'est en partant de la tuile de Ouais, mais tu l'oublies. Mais non, ça marche pas. Donc du coup, tu es obligé de te faire une petite flèche. Ça coûtait un token, c'est rien. Alors peut-être qu'en développement, ils en ont pas eu besoin parce qu'ils connaissaient trop le jeu. Mais en jeu, cette petite flèche, elle me manquait un petit peu. Mais sinon, tout le reste est super cool. On a un jeu qui est épuré, qui joue en 12 tours, fixe. Donc tu sais combien de temps tu vas avoir encore. Est-ce que tu vas avoir le temps de monter ta pyramide de score ou pas? Chacun des choix est intéressant, plaisant. Tu te sacrifies des pierres qui sont la monnaie un peu du jeu pour aller chercher un truc plus intéressant plus tôt. Mais tu sais pas si tu vas la rentabiliser parce que chaque pierre c'est des points de victoire aussi. Tu mets ton petite stratégie en place, t'arrives, tu queens un petit peu à la fin parce que t'as pas les trucs qui sortent au bon moment. C'est très plaisant, il y a un très bon goût de reviens-y. On peut peut-être noter que les derniers tours, c'est un peu des tours de comptable quand même. Ah oui, c'est vrai que les derniers tours, on va essayer de dire attends, si je prends cette tuile, je vais faire 10 points comme ça, 5 points comme ça, si je recouvre ça, je perds 2 points. Effectivement, sur les derniers tours, on peut avoir un petit peu de paralysis à analysis. Généralement, on va être partagé entre 2 tuiles, on va pas beaucoup plus compter que ça. Si on est vraiment très très intelligent, on peut compter 3-4 tours en arrière, mais il faut vraiment être très intelligent et avoir la vision de l'avenir sur ce qui va arriver. Donc globalement, c'est vraiment le dernier tour de table qui est un peu plus long. Est un peu long et chaque point compte et tous les points sont visibles. C'est ça, on veut optimiser et tous les points sont visibles, donc évidemment, ça peut s'avérer un petit peu calculatoire. Voilà, sur le dernier tour en tout cas. Après, ça roule. Voilà, il y a un peu d'interaction quand même avec les joueurs, mais pas énormément. Oui, mais c'est du contre-draft. C'est du contre-draft. Il y a pas, on s'attaque pas nos constructions. Et ça, c'est important. Dans un jeu de collection, on fait son truc, on n'attaque pas. À mon avis, ça marchera très bien en Allemagne. Je pense aussi. C'est vraiment un type de format qui est très très bien. Donc, au final, très belle expérience de jeu. On y retourne avec plaisir. Moi, j'ai déjà enchaîné 3 parties et j'ai hâte d'y retourner avec des joueurs pas tellement joueurs. Vraiment, c'est vraiment très accessible. Et on y retournera avec plaisir de notre côté. Carrément, moi aussi. Et donc, vous l'aurez compris, on a plutôt beaucoup aimé ce jeu. Voilà pour Acropolis. On espère qu'on vous a donné envie. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. On vous invite chaudement à l'essayer. Un jeu dont on reparlera, je pense, pas mal à l'avenir. Allez, on enchaîne. On passe à FIF. Alors Fred, on a joué à Fife aussi, ou FIF. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais, alors le principe, ça sera plus facile à expliquer que le nom ou le thème. Donc le thème, c'est abstrait. Il n'y en a pas vraiment, c'est très abstrait. Hein. Mais il y a des coquillages et des objets, mais ça représente pas grand-chose. Le nom, on n'a pas non plus compris ce que c'était. Mais en tout cas, mécaniquement, c'est un jeu de collection où on va récupérer des petits jetons qui sont de 5 couleurs différentes, de 5 valeurs différentes et de 5 objets différents. Donc ça fait 125 possibilités de jetons qui sont tous dans le sac. On va les agencer sur un petit plateau personnel de 5 par 5, encore 5. Et
tout cela, ça va nous permettre de mettre des points. Et ces points, ce sont les joueurs qui vont faire eux-mêmes les scorings. Pourquoi? C'est parce qu'on a des petites planches de surf, thématiquement encore, ça marche à fond, qu'on va récupérer et qu'on va pouvoir placer sur les colonnes et les lignes et les diagonales de notre plateau de 5x5 pour dire, hey, dans cette colonne, je vais essayer de faire des valeurs qui sont croissantes. Dans cette colonne, je vais essayer de mettre toujours des petits coquillages. Dans cette colonne, eh bien, je vais mettre un brelan d'ananas avec un duo de tomates ou de tortues, je sais plus quels sont le truc. Bref, on va faire nous-mêmes notre scoring au fur et à mesure de la partie, et c'est ça qui va nous permettre de gagner des points quand on arrive à respecter les conditions qu'on s'est nous-mêmes imposées. Et si on est le premier, on a un petit bonus. Oui, un petit bonus qui va nous inciter à faire une course contre les joueurs, qui va être à peu près la seule interaction qu'on va avoir entre les joueurs, parce que finalement, on joue beaucoup dans son coin, on pioche notre petit jeton à notre tour, on a un choix parmi deux, tu choisis lequel tu veux, tous en même temps, simultané, et tu le places. On a tous des jetons du coup différents sur les 125 possibilités d'action, de token. On le place, et le tour suivant, et le tour suivant. Et finalement, on a un peu un effet de bingo, je trouve, parce qu'on va tirer des choses d'un sac et on va faire avec. Et il faut répondre à certains critères. En choisissant notre scoring, alors ça me rappelle un autre jeu auquel on a pas mal joué en début d'année, qui s'appelle Lost Seas, et dont on a parlé en DLV d'ailleurs, et dans lequel on choisit également ses objectifs. Et on va choisir si on a des objectifs qui nous posent vraiment des défis forts, ou alors si c'est des objectifs plus faciles, mais qui rapportent moins de points. Et là, on a un petit peu la même chose où on choisit nos scorings. Exactement, ce sont deux jeux où on construit nos scorings, on construit notre tableau, et à la fin, on les fait au mieux. Lost Seas est un peu plus simple, un peu plus accessible, il y a moins de choses qui dépassent, on va dire, et on va essayer de faire beaucoup de ce scoring. Là, pour Five, on a une grille plus grande, plus de possibilités de scoring, mais plus de possibilités de se rater aussi. Finalement, sur les 13, 14 scoring possibles qu'on va faire 12. avec tous les agencements, 12 plus 2, non, 12 possibilités, et bien finalement, il n'y en a que 3 ou 4 qu'on va réussir à faire complètement d'ici à la fin, parce que les conditions, elles sont quand même très difficiles à respecter. C'est parce que t'es mauvais. Oui. Alors effectivement, c'est beaucoup plus dur que Lost Seas, même si Lost Seas, si tu choisis tous les objectifs difficiles, ça va vraiment être très dur. Ce qui rend la chose difficile, c'est que il y a 3 critères par jeton. On va avoir la couleur de fond, le chiffre et l'objet. On a 5 de chaque. Et comme tu le disais, finalement, chaque jeton est unique. Donc, je dois regarder un petit peu, parfois, sur les plateaux des autres. Est-ce que ce machin a été pris? Ça veut dire qu'il en reste plus que 2 qui répondent à ces 2 critères dont j'ai besoin. Parfois, t'as besoin d'un qui réunit les 3 critères, et là, c'est vraiment mort, il y en a qu'un seul. S'il est ailleurs sur les plateaux, c'est raté. Alors, par contre, pour patcher ça, on a des coquillages, et les coquillages, ils ont quelque chose d'assez intéressant. C'est des coquillages qu'on va piocher du sac comme des jetons normaux, et qui vont dire à tous les joueurs, là, tu peux utiliser l'effet d'un de tes coquillages sanctuaires, je crois qu'ils appellent ça. Et donc, non, porte-bonheur, et tu peux utiliser ton porte-bonheur. C'est des pouvoirs. Chaque joueur a plein de porte-bonheurs différents, le même ensemble, mais par contre, on va choisir le porte-bonheur qu'on veut activer ou non. Et ces porte-bonheurs, si on les a pas utilisés en fin de partie, nous font des points, mais par contre, ils vont nous permettre d'avoir des jokers, de permuter des choses, de bouger les choses, de retirer des objectifs pour en remarquer. Et donc, finalement, ils vont nous permettre de manipuler un petit peu le jeu, sauf quand ils sortent tous en début de partie. Exactement. Le gros défaut, c'est que ces coquillages, ils sont avec le sac de 125 tokens. Et vu qu'on pioche nos éléments, tu peux, dès le premier tour ou deuxième tour, te sortir un coquillage dont on n'a pas du tout besoin. Et là, tu dis, super, un patch qui aurait pu m'aider drôlement dans 10 tours, et là, ça m'intéresse pas du tout. Juste, je le rejette et j'en fais rien. Et ça, c'est super frustrant parce que on aurait aimé que ces coquillages viennent plus tard, ou bien sortent d'une manière séquentielle en disant, c'est bientôt le coquillage qui va pouvoir m'aider. Là, c'est complètement random. Ça sort au début, t'en as pas besoin. Ça sort pas plus tard, t'en avais besoin. C'est super frustrant de se dire, on n'a pas eu le coquillage qui nous a permis de scorer bien, quoi. Si on peut encore une fois revenir sur Lost Seas et la comparaison avec Lost Seas, il y a une question de vraiment contre-drafter, récupérer les tuiles qui n'intéressent pas notre adversaire. Et là, on n'a pas d'interaction dans Five. On est vraiment dans son tableau. Alors, c'est un jeu allemand qui a été édité chez Spielweise. Et donc, c'est vrai que les Allemands, ils aiment moins l'interaction traditionnellement. Et là, on s'en rend bien compte. On est vraiment dans son jeu, dans son tableau. On regarde jamais les autres, à part pour vérifier qu'ils n'ont pas le jeton qui nous convient. Et c'est tout. Vraiment, on est dans notre grille solitaire. Et ça, c'est un truc que, à titre personnel, je regrette un peu. J'aurais préféré, et généralement dans les jeux, j'ai envie d'être avec les autres joueurs à faire un truc contre la coopération compétition. Je préfère ça à juste le solo à plusieurs. Et comme tu disais, on est un peu dans ce sentiment de bingo. Avec je prends mon jeton dans la case et je le place et je vais essayer de marquer des points en fonction de là où je le case. Mais finalement, ce bingo, il est très aléatoire et très chaotique. Donc tu peux avoir de la chance et tomber pile poil sur ce que tu as besoin.
et juste avoir pas de chance en disant bon, Mm. bah, ça fait 10 fois que je sors une tortue et j'avais pas prévu de scorer là-dessus. J'en ai plus rien à faire, mince, pas de chance. Donc, il y a un côté frustrant en disant, c'est un jeu où tu essaies de faire ton scoring, mais tu es quand même très dépendant de ce qui sort. Et c'est un peu long pour un jeu où Oui. tu fais du bingo. On est sur une partie un petit peu Ouais. longue. Alors, ça reste C'est respectable, genre c'est 45 minutes. une demi-heure, 40 minutes. C'est ça. Ça reste une partie dans laquelle, alors, clairement, on en dit du bien du mal, mais clairement, on prend plaisir quand même dans la partie. Ouais. Il faut clairement dire ça parce que moi, j'ai pris plaisir à faire mes trucs. Mais plus ça va, plus tu queens parce que tes scoring sur les 12 que tu pouvais faire, bah, finalement, on n'en a que 3-4 que tu arrives à faire, encore une fois. Et c'est assez frustrant de se dire, tout ça pour seulement une vingtaine de points qu'on va galérer à obtenir, parce qu'il y a plein de scoring que tu vas pas avoir à faire, parce que plus ça va aller, plus tu vas sacrifier des lignes, en disant, bon, bah, celle-ci c'est mort, je vais en faire une poubelle, et ben je sacrifie à chaque fois que les tokens qui vont pas pour les mettre dedans. Et plus ça va, plus t'as de lignes de poubelle. Ou alors tu joues gagne petit, et quand tu joues gagne petit, t'es quand même moins satisfait. Moi, je sais que la partie que j'ai faite, j'ai réussi 2 gros objectifs, j'étais hyper content, mais par contre, le reste de mon tableau était nul. Et le fait de pouvoir faire ça, et puis même, il y a une règle assez incroyable qui dit, attention, si vous faites 2 objectifs en même temps, voire 3 objectifs en même temps, vous avez des gros bonus. Ouais. 3 objectifs en même temps, ça veut dire qu'il faut faire une ligne, une colonne et une diagonale mini. Ouais, je suis arrivé à faire 2 d'un coup, j'étais quand même bien fier alors que j'ai pas gagné grand chose, mais c'est ambitieux. C'est ambitieux, mais par contre c'est vrai qu'ils ont pensé à ça, ils ont une petite carotte, ils te donnent 3 points en plus et du coup tu dis mais... j'ai mes 3 points en plus, mon score final va être de 78 au lieu de 75. Mais voilà, c'est ambitieux, mais ça rajoute un petit peu pour les gens qui maîtrisent. Après, moi je suis quelqu'un qui a moyennement aimé le jeu au final, mais j'ai joué avec des joueurs. Alors que c'est ma cam. Hein. Clairement, les jeux de collection, d'alignement, c'est clairement ma cam. L'Hostis, par exemple, qu'on compare beaucoup, j'adore. Là, j'ai un petit peu moins aimé à cause des déroulements, mais les joueurs qui sont moins habitués que moi, qui jouent avec moi, ont tous les deux beaucoup aimé le jeu. Donc du coup, eux, clairement, ils ont joué, ils sont partis acheter le jeu parce que c'est quelque chose qui leur a beaucoup plu. Donc ils ont un peu moins la culture ludique que moi où j'ai eu pas mal de choses. Mais la culture du contrôle. C'est ça. Clairement, j'avais besoin d'un peu plus de contrôle où eux, ils se sont satisfaits du chaos qui était généré par ce loto. Oui, parce que il y a quand même un truc ludique au fait de tirer des choses d'un sac et les découvrir et dire zut ou ah ouais. Et ce petit ah ouais, c'est j'ai enfin un coquillage rouge. Donc pas un coquillage, mais une tortue rouge que j'attendais depuis 2, 3, 4 tours. Et là, il y a quand même un petit côté cool. Et c'est vrai que c'est satisfaisant quand ça marche. C'est des choses toutes bêtes parce que finalement, il faut pas qu'on perde de vue ça en devenant joueur expert. Nous, on joue souvent. Alors, moi, je joue probablement un peu plus que toi, mais au bout d'un moment, on voit plus que la prise de décision, elle doit être intéressante, machin. À un moment, il y a juste le plaisir de faire un truc agréable. On passe un moment ensemble et voilà, on se prend pas la tête. Exactement. Alors que finalement, c'est très calculatoire parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs. Voilà. Au final, un petit peu de chaud, un peu de froid. Ouais. Un jeu qui reste satisfaisant, mais que pour nous, joueurs un peu aguerris, on verra pas garder sur le long terme, on va dire. C'est un petit peu chaud, un petit peu froid, mais c'est pas tiédasse. C'est ça qui est bizarre. Souvent, on se dit bref, ça nous a pas soulevé, mais là, il y a quand même des vrais pour et des vrais contre. Et du vrai plaisir et de la vraie frustration dans ce jeu. Donc, plein de choses intéressantes à en dire. On vous laisse vraiment vous faire votre avis pour savoir ce que vous en pensez, parce qu'il peut coller à beaucoup de gens. Nous, pas complètement, mais un peu quand même. Donc voilà, on reste sur notre fin un petit peu. Ouais, et on va passer au 3e jeu de ce DLV qui sera Toussi Moussi. Et c'est parti pour notre 3e jeu qui est Toussi Moussi, dans lequel on va s'envoyer un petit peu des fleurs. Très littéralement. Exactement. Vas-tu nous raconter comment se marche ce petit jeu de bouquet? Tout à fait. Alors, Toussi Moussi, c'est un jeu effectivement dans lequel on va se faire des cadeaux, on va s'offrir spécifiquement des fleurs, et donc on va avoir des tuiles fleurs qui vont avoir des pouvoirs, des cœurs également qui nous permettent de gagner des points de victoire, le but étant de gagner le plus de points à la fin. Et donc, dans un tour de jeu, on va récupérer 2 tuiles sur les 18 que comporte le jeu. Donc on récupère 2 tuiles, on en choisit une qu'on va placer face visible, l'autre face cachée, un peu comme si on offrait quelque chose comme ceci. Et notre adversaire à qui on offre des choses, et ben en fait il va choisir laquelle il prend. S'il prend celle qu'on lui a offerte face visible, il la place face visible dans ce qu'on appelle son bouquet, et sinon ça va dans ses souvenirs. Et dans le bouquet et dans le souvenir, eh bien ça va faire des choses un petit peu différentes. Il y a des effets qui vont se baser sur le bouquet, d'autres sur les souvenirs. Et donc on a tout ce jeu qui va se constituer comme ceci. Donc une fois qu'on a fait un tour dans un sens, on va faire un tour dans l'autre sens. Comme ça on arrive avec 4 tuiles. Et ensuite on va révéler ce qu'on a dans notre bouquet, on va révéler ce qu'on a dans nos souvenirs, et on va marquer des points dessus.
Et c'est à peu près tout. On va jouer 3 manches comme ça. Celui qui a le plus de points gagne. Exactement. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce mécanisme de sélection? Alors clairement, ce jeu, j'ai trouvé quand même super épuré. Il y a 18 cartes, quelques tokens pour compter les points, et puis c'est tout. Tout est marqué sur les cartes, il n'y a rien besoin d'autre. Et ça, c'est un exercice de style qui est quand même assez énorme, d'arriver à faire un jeu intéressant à combo, avec seulement 18 cartes différentes. On a déjà vu ça dans les formats type Brave Hearts ou Love Letter, et donc là, on est un petit peu dans ce système-là, sauf qu'on joue à 4 joueurs, jusqu'à 4 joueurs, et on va faire au mieux avec ce qu'on a. Et finalement, c'est plutôt intéressant d'essayer de matcher ces cartes les unes avec les autres, avec les fleurs de la bonne couleur, les fleurs toutes dans le bouquet, les fleurs qui font des effets les unes par rapport aux autres. Et c'est intéressant, mais ça reste un petit peu mou, parce que finalement, à son tour, on a le choix parmi 2 cartes, et puis c'est tout. Et se faire un scoring de combo sur 4 cartes, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu light. C'était un petit peu léger, surtout que les fleurs, finalement, elles finissent par beaucoup se ressembler. En fait, on en a une qui dit plus 1 par fleur rouge, il y en a une qui va dire plus 1 par fleur blanche, plus 1 par fleur dans votre bouquet, plus 1 par fleur dans vos souvenirs. Tout finit par se ressembler et c'est un petit peu dommage de pas avoir de fleurs avec plus de caractère. Du punch. Du punch. Et je comprends la volonté d'accessibilité, je comprends ce que le jeu veut faire, c'est-à-dire que on me propose d'offrir quelque chose, mais après, pourquoi en se faisant des cadeaux, on doit être dans du compétitif? Là encore, il y a une question. La tradition du Toussim aussi, c'est donc des bouquets qui ont un langage, qui veulent dire des choses, par exemple pour déclarer sa flamme secrètement, etc. Marquer les liens d'amitié. Des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait pas un jeu sur le langage des fleurs, un jeu de langage, un jeu collaboratif? Il y avait plein d'autres choses à faire, d'autant que, typiquement, ce jeu de je te propose quelque chose de révélé, il y a quelque chose de caché, ça peut se prêter à des jeux de communication, en fait. Et en soi, le jeu de scoring m'a pas paru assez impactant pour que je me dise c'est super réussi. Et j'aurais préféré, du coup, parce que cette partie ne me satisfait pas, passer à du coop. Passer à du coop ou passer à autre chose, en fait. Exactement. Je suis assez d'accord. J'aime bien la proposition du thème, qui est originale. Avec, on n'est pas dans les donjons, les dragons, les orques ou quelque chose. On est avec des fleurs. Les illustrations sont plutôt sympas. Mais finalement, le propos est un petit peu fade, ce qui fait qu'on se retrouve à... J'ai joué avec ma femme, elle m'a dit c'est un peu un jeu de mamie ton truc, on ne fait pas grand chose, on s'ennuie un petit peu, on fait son petit choix et puis c'est tout, il se passe pas grand chose avec ton thème des fleurs, c'est un petit peu fade. J'ai trouvé un peu dur, mais j'étais pas complètement en tort avec elle parce que finalement, ce peu de choix qu'on a pour faire le peu de combos qu'on nous propose, c'est pas assez entraînant pour dire ok je vais faire 50 parties de ce jeu, quoi. Et si on prend des jeux du même format, par exemple Brave Rats, en fait il y a une carte, si on gagne avec, on gagne la partie. Tu parlais aussi de Love Letter. Love Letter, il y a un moment où chaque carte compte. Et on sait que il faut trouver la princesse. Il y en a qu'une. Et il y a des choses très déterminantes qui créent une émotion très forte. Et en fait, c'est là où je pense que Toussim aussi rate un peu son coup, pour nous en tout cas. Ouais. C'est que les tuiles avec les fleurs, eh bien, elles sont pas assez, encore une fois, pas assez distinctes, pas assez impactantes. Et on en revient à une logique un petit peu allemande de comptable, où on va juste récupérer 2-3 points de victoire, et puis finalement, toi t'as fait 7, moi j'ai fait 8, et machin a fait 9, c'est machin qui va gagner, parce que aux manches suivantes, on aura à peu près la même chose, et puis il y a une manche où il aura mieux réussi que nous, il aura fait 10. C'est ça, c'est pas grand-chose par rapport à l'énergie qu'il peut déployer pour essayer de faire le mieux à chaque tour, parce que chacun des tours, finalement, il dure peut-être 20-30 secondes, et c'est de trouver la meilleure combinaison de cartes qui nous intéresse. Et quand on joue à 4, le temps que ça nous revienne à nous, c'est un petit peu long, il se passe pas grand-chose. Et tout ça pour se battre pour un point ou deux. Par contre, il y a un truc qui aurait pu marcher et qui marche mieux avec un sentiment un peu plus expert, c'est qu'on est obligé de regarder ce qui est face visible, parce que la moitié du jeu, par essence, est face visible. Et finalement, ça nous donne beaucoup d'indications sur ce qui ne peut plus tomber parce que c'est déjà passé. Et finalement, c'est un sentiment d'expertise qui va grandir. Et en fait, quand l'expertise grandit, peut-être qu'on a envie de plus, en fait. C'est quelque chose qu'on peut supposer parce que clairement, moi je n'ai fait que 2 parties de ce jeu, donc je peux pas me permettre de savoir tout ce qu'il y a parmi toutes les 16 combinaisons de cartes. Et si machin a cette carte et machine a celle-là, ça m'empêche de scorer au mieux avec celle-ci possiblement par rapport à ce qui reste et tout. Bref, il y a une seconde lecture du jeu qui est à mon avis plus experte pour les gens qui rentreront bien plus dans le jeu et qui au bout de 10, 15, 20 parties auront une lecture qui sera vraiment différente et peut-être du coup plus experte et plus satisfaisante.
Peut-être, mais du coup, un jeu aussi accessible avec un thème aussi accessible et aussi cool, Ça s'adresse pas forcément aux voilà, experts. ça s'adresse pas aux C'est ça. experts. Donc c'est là où il y a un petit peu biais entre les deux en disant, ok, on nous propose des jeux d'accessible en thème et en mécanique, hein, parce que retourner une carte et une ramenation visible, c'est très simple comme choix. Mais ce que ça implique, ça peut peut-être s'adresser à des joueurs plus exigeants. Ouais. Du coup, ben voilà, ça nous a laissé un peu sur notre faim. C'est ça, un petit peu frustré. On aurait eu envie d'aimer un peu plus. Surtout quand on connaît un peu l'autrice qui a des choix engagés dans ses propos et dans ses mécaniques de jeu, sur un thème qui se veut un peu s'aventurer sur le jeu, un peu différente, qui sont plaisantes à découvrir, mais finalement sur un jeu qui nous a pas conquis complètement sur ses premières parties découvertes. Exactement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce DLV. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner avec la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné avec la petite cloche. Vous pouvez nous soutenir sur Utip et vous pouvez également visiter le site web ludovox.fr où on vous parle de plein de choses. Vous avez des actus et des critiques sur le monde du jeu de société, sur les jeux, et vous pourrez découvrir plein de choses là-bas ainsi que sur le reste de notre chaîne YouTube. Eh ben, on vous dit à bientôt. Oui, tout à fait. Allez. À bientôt. À bientôt.